Et c'est comme ça. Si vous voulez laisser faire, si vous voulez que toutes les variétés d'insectes se gèrent entre elles, c'est à ce prix-là. Voilà. Ensuite, on pratique la confusion et la saturation olfactive. Ça, j'en ai parlé, hein. C'est surtout pour le chou que c'est intéressant. On met énormément de mélisse et de menthe. Et la menthe, je n'arrive pas à en avoir assez. J'ai à peu près une dizaine de pieds dans chaque plate-bande et c'est pas assez. Voilà, c'est pas assez parce que les choux sont tellement gros qu'ils la couvrent. Donc ne me dites jamais la menthe c'est invasif, hein. Si vous en trouvez un invasif, vous me l'amenez, j'en ai besoin, d'accord? Et donc la menthe et la mélisse, ce n'est pas invasif. C'est invasif quand vous êtes dans une situation, on va dire, de déséquilibre total, hein, une espèce de calvitie du sol comme ça. Là, c'est sûr, elle va se mettre à l'aise, elle va tout couvrir. Mais en permaculture, moi j'ai un mal de chien avec la menthe, hein. J'en ai essayé 6 ou 7 des variétés et ça pousse pas très bien. C'est tout, c'est une plante qui ne prend pas le dessus quand on a des légumes, des très gros légumes sains. Il la couche, il se couche dessus. Voilà. C'est sûr que dans les carottes, il ne faut pas mettre trop de menthe, hein. Vous aurez beaucoup de menthe et pas beaucoup de carottes. Voilà. Alors là, je rappelle, œillets et soucis, là c'est partout dans tout le jardin. C'est pas la peine de faire de plants, il y en a partout. Donc c'est des fleurs, des belles fleurs oranges. Voilà. Alors, maintenant, qu'en est-il de la sélection des plantes? Parce que jusque-là, c'était que des règles, hein. J'ai pas forcément mis l'accent sur une variété particulière, ou au moins pas un légume particulier. Alors, dans la sélection des plantes et des variétés cultivées, on commence en premier par des plantes qui sont résistantes, totalement résistantes, si possible, aux maladies et aux champignons. Alors les plus difficiles, c'est les tomates et concombres. Tomates, faut savoir que plus la variété est proche de la variété d'origine, plus elle sera résistante. Parce qu'elle a une montée en fruits, une période d'arrivée à maturation très très courte. Alors que les grosses tomates ont besoin déjà d'énormément de temps pour arriver à atteindre leur volume. Après, pour le passer du vert au rouge, c'est encore pratiquement la même durée du temps. Donc quand vous avez de toutes petites tomates, je ne dirais pas qu'elles arrivent toutes rouges au monde, mais c'est pratiquement ça. Elles ont besoin de très très peu de temps. Donc là, on privilégie des variétés malheureusement à petit volume, à petits fruits, mais que vous pouvez quasiment chaque année cultiver sans abri. Donc elles ont que l'oïdium très très tard. Le concombre, là c'est presque encore pire. Le concombre, lui, il a l'oïdium encore beaucoup plus tôt. Il faut le cultiver en l'air. Alors nous, on a une variété de petits concombres sauvages. Alors il faut le goûter pendant 2 ans. Si vous le goûtez tout de suite comme ça, en comparaison avec un concombre traditionnel, il n'est pas bon, il a trop de peau, il est un peu sec. Or, quand vous avez passé 6 mois à manger ces concombres tous les jours, que ça vous a rien coûté du tout comme travail, et que vous savez qu'ils se gardent pendant pratiquement 15 jours dans la cuisine, dans un saladier sans avoir de rides, quand vous savez bien le préparer, vous voyez que c'est un concombre qui a plus de goût que le concombre normal, et il a que des avantages. C'est un concombre extraordinaire. Le problème, il faut 2 cm, 3 cm de long. Donc c'est très petit, quoi, hein, c'est comme une cerise. Mais moi, je plante pratiquement plus que ce concombre parce que j'en ai pratiquement 2 fois plus longtemps que les autres concombres. Et le concombre normal, combien de temps ça fait quand vous n'avez pas de serre? Ça doit faire 2 mois, pas plus, hein. Donc en gros, vous avez 10 mois, pas de concombre, hein. Enfin, mathématiquement, vous n'avez pas de concombre parce que 2 mois dans l'année, pour moi, c'est rien. Alors que le petit concombre russe, Mélotrie, vous en avez beaucoup plus longtemps. Voilà. Il y en a encore d'autres usages de ce concombre, hein, mais il est plus goûteux et beaucoup plus sympa à utiliser quand vous avez autre chose dans la vie que de vous occuper des concombres toute la journée. Les vignes. Alors les vignes, là, s'il y en a que ça intéresse, il faut taper sur internet cépage interdit sur internet et vous tombez sur une émission radio d'une grosse demi-heure de terre à terre. On vous explique pourquoi on ne vend en France que des vignes malades. Voilà, donc si vous voulez des vignes, sachez qu'il existe des vignes qui sont totalement résistantes aux maladies, aux champignons, et des vignes extraordinaires. Donc c'est essentiellement des vignes foxées d'Amérique du Nord, mais il y a aussi d'autres vignes, d'autres variétés très anciennes qui est chez nous, le muscat bleu, le muscat blanc, il y en a une quinzaine de variétés différentes qui sont très résistantes, pas totalement, mais très résistantes aux maladies. Donc il ne vous reste plus qu'un peu de taille à faire et puis c'est tout. Si vous ne faites pas la bêtise qu'on voit toujours, hein,
Alors pourquoi est-ce que les vignerons font ça, planter un plant tous les 50 cm? Mais parce qu'il y a une règle stupide qui leur dit s'ils n'ont pas combien 3500 pieds à l'hectare, ils ne sont pas homologués, donc ils n'ont pas le droit de vendre. Mais eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils en mettent un tous les 50 cm. Non, oui, c'est un pied tous les 15 mètres ou tous les 20 mètres. Et bon, bêtement, on leur dit ils font ce qu'on leur demande de faire. Ils n'ont pas le choix. Hein. Je ne veux pas faire de commentaires sur les gens, mais juste sur la réglementation magnifique auquel on a droit. Quoi. Donc les pieds de vigne, un tous les 20 mètres, ça fait un peu de taille, mais il n'y a pas de quoi se rendre malade. Par contre, le viticulteur, lui, il a le droit de bosser un maximum. Quoi. Et avantage non négligeable, plus on taille la vigne comme elle taille, comme ils font, plus elle a de maladies. Ça tombe bien. Le gouvernement fait tout pour vendre des pesticides et des produits qu'il faut. Quoi. Alors que quand vous la taillez peu, vous avez peu d'entrées, peu de blessures. Si tous les jours on vous écorche, on vous taille les doigts, c'est la même chose, hein, le bout des doigts. Hein. Il y a tôt ou tard des infections qui rentrent. Hein. Vous avez beau mettre les pansements, les médocs, tôt ou tard il y a des infections qui rentrent. Donc moins vous taillez la vigne, plus elle est résistante. Hein. Donc il faut avoir un pied de vigne. Il faut savoir qu'un pied de vigne, ça fait entre 40 et 60 mètres carrés de culture. Vous pouvez carrément couvrir tout un bâtiment avec, hein, au moins 2 façades. Et dans ces conditions-là, la vigne, vous ne pouvez absolument pas manger tout ce que produit un pied de vigne. Un seul pied de vigne. Voilà. Les kiwis, donc c'est des variétés sauvages de kiwi. Le kiwi, bon, il y a des variétés de kiwi qui sont très goûteuses et très sucrées là depuis 10 ans. Les kiwi gold, sorelli et puis d'autres. Mais il existe des variétés sauvages de kiwi qui sont naturellement, je crois, 3 fois plus riches en sucre et en arôme que le kiwi normal. Et donc pourquoi se priver de ce kiwi, sachant qu'il résiste à moins 35, c'est quand même un peu dommage. Bon, l'inconvénient de ce petit kiwi sauvage, c'est qu'il est très petit. Donc là aussi, il a la taille d'une cerise. Il se garde un peu moins longtemps que le kiwi normal, puisqu'en fait, la durée de conservation est proportionnelle au ratio volume à l'enveloppe. Donc plus un kiwi est gros, plus longtemps il se gardera. Mais ceux qui n'ont pas le choix, qui sont dans les Vosges ou qui sont dans des situations très exposées, ils peuvent toujours opter pour les kiwis sauvages. On n'a à ce jour pas de maladies ni de ravageurs sur ces plantes-là. Les mangues, alors les mangues, je dis mangue, mais c'est pas une mangue du tout, mais c'est à la couleur d'une mangue. Vous pouvez vendre ça à vos copains ou voisins comme une mangue, c'est à la couleur d'une mangue, la taille d'une mangue, le goût d'une mangue, mais c'est pas une mangue. C'est de la famille des papayes. Et ça a besoin de moins 5 ou de 0 degré pour pousser, donc ne me demandez pas si ça pousse ici, ça vient d'Amérique du Nord et du Canada. Donc ça pousse ici et c'est relativement bon. C'est un peu écœurant comme une mangue d'ailleurs, on n'en mange pas des tonnes. Hein. Mais pendant un mois, vous en mangez, après vous êtes content que ça s'arrête. Voilà. Et c'est vendu comme plante décorative. Donc à la rigueur, si vous n'avez plus envie de les manger, vous pouvez toujours les regarder, c'est bien. Voilà. Donc les raisins, toutes les couleurs, toutes les tailles. Alors il y a même pas loin d'ici, il y a un gars qui est spécialisé dans les vignes de table qui sont très résistantes, mais excellentes. Elles tombent par terre, des énormes raisins comme ça, sans pépins, mais super sucrés. D'ailleurs, je fais la pub pour la maison, ça s'appelle La Petite Vigne, je crois. Le vendeur, il est très très bien. Hein. Et il vendait au Jardin Botanique à Strasbourg cette année. Et c'est vraiment pratiquement les meilleurs pieds que j'ai goûtés. Parce que bon, les anciennes variétés, c'est bien de dire que c'est super résistant, mais on a changé nos goûts et ce qu'on aimait autrefois, des fois, est un petit peu plus interprété ou apprécié différemment. Les vignes framboises, notamment, sont toujours excellentes, mais la moitié des gens n'aiment pas. Les vignes framboises, parce que c'est sans la framboise. Et les gens, quand ils mangent du raisin, ils veulent du raisin, pas de la framboise. Donc ils sont déçus, quoi. Voilà. Et les petits ribes, donc je rappelle que les cassis, groseilles et autres macros sont des plantes sauvages. C'est des plantes qu'on trouve dans la nature chez nous. Donc faut pas me la faire en disant ça vit pas longtemps, ça chope plein de maladies. Non, 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 non. C'est des plantes sauvages qui normalement n'ont pas de maladies. C'est des plantes de sous-bois en plus. Quand vous les mettez à moitié ou sous un arbre qui n'est pas trop opaque, à feuillage pas trop opaque, ça pousse très très bien. Et vous avez les étés très secs, beaucoup plus de groseilles quand ils sont sous les arbres. Et ils sont juteux, alors qu'en plein champ, comme on les voit normal, en technique normale, ils sont tout secs. Si vous les arrosez pas, ils dessèchent, ils frippent et hop, ils tombent. Fini les groseilles. Alors que ceux qui sont en verger, qui sont plantés sous couvert, ils produisent 2 fois plus longtemps pratiquement. Hein, la saison est 2 fois plus longue. Donc c'est par définition un arbre passe-partout qui comble des niches très intéressantes. Les petits fruits ribes là. Et, ouais.
Ça, c'est le fameux Mélotrie. Alors là, je vous le mets en grand, hein. C'est le petit concombre sauvage. Il est grand, mais il a presque enfin, sur mon écran, il a la taille de l'écran. Là, il a la taille d'une pastèque sur le mur, mais il fait 2-3 cm de long. Voilà, et ça, c'est les petites tomates olivettes, mais il y en a plein de variétés. Il y a la tomate Matt's Wild Cherry, il y en a tout plein qui sont très, très, très sucrés. C'est sûr que pour faire des conserves de tomates, de sauce tomate, c'est pas les meilleures variétés. Mais pour un petit jardin, pour mélanger à des salades, pour mettre dans plein de plats, c'est des tomates extraordinaires. Beaucoup plus intéressantes que les tomates habituelles. Voilà, et ça c'est les kiwis, les fameux kiwis. Donc vous voyez, vous avez toutes les tailles, toutes les couleurs. Si ça vous amuse, c'est comme les raisins. Il y a des goûts ananas, il y a des goûts kiwi, il y a des goûts un peu prunes. Il y a plein de goûts différents dans ces petits kiwis sauvages. Et on n'a pas à les peler parce qu'ils n'ont pas de poils. C'est des kiwis tout nus. Voilà. Autre valeur qui nous semble très intéressante, c'est la possibilité des plantes de se ressemer ou d'être vivaces. Donc en plus du fait de dire qu'on n'arrose pas, qu'on ne désherbe pas et qu'on ne travaille pas le sol, on dit qu'on ne sème pas. Alors là, en général, les jardiniers se moquent de nous. Ils disent attendez, n'importe quoi, on n'a jamais vu un jardin comme ça. On le saurait si ça existait, on le saurait depuis longtemps. Tatati tatata. Et oui, parce qu'en fait, on sélectionne de préférence des variétés perpétuelles. Donc c'est bon, là, j'en prends des toutes simples. Qu'est-ce qu'il y en a chez nous, toutes simples? La framboise. La framboise, c'est une variété. Si vous allez en forêt, vous savez très bien que la framboise, ça pousse tout seul en forêt. Hein. Les forestiers ne les plantent pas et les arrosent pas quand vous avez le dos tourné. C'est des trucs de sous-bois qui poussent. Là, il y a un peu de lumière et ça va très bien. Donc il s'agit simplement de retrouver les mêmes choses dans les différents types de légumes que vous voulez avoir. Alors nous avons des oignons. Alors là, c'est pas des oignons à bulbes ronds, c'est des oignons à long fût. De préférence, ceux-là arrivent à s'établir, on n'a pas besoin de les sortir. Et si vous avez une petite serre ou des hivers pas trop durs, vous en avez toute l'année. Alors on a des oignons, en fait des liliacées, des oignons à long fût qui ont des goûts d'oignon et d'autres qui ont des goûts d'ail, d'autres des goûts de cive, hein, cive ou ciboulette. Donc on peut avoir différents goûts différents et ils sont beaucoup plus fins et vous permettent encore d'embrasser vos invités à la fin du repas, quoi, sans les faire fuir. Donc ils sont nettement moins, une quantité de soufre nettement moins importante que les autres oignons qui se gardent de longtemps. Des oignons dits de conservation à bulbe rond. Donc ces longs oignons long fût, je trouve, sont beaucoup plus intéressants gastronomiquement que les autres oignons. L'ail qui est de toute façon, si vous laissez toujours des bulbes d'ail, des petits cailleux, ça repart. Hein. Les gens ne le savent pas, mais c'est une plante perpétuelle. Les cives, comme la ciboule, tout le monde le sait, quoi. On rentre pas la ciboulette pour la remettre après. Hein. Ça fait des buissons que vous avez là, je sais pas, pendant 50 ans. Parce qu'en fait, elle fait des cycles et puis elle se multiplie par bulbes. Hein. Je crois de la Parthénogenèse, il me semble. Les ciboules, c'est pareil. Donc c'est la même chose, mais beaucoup plus gros. Et les choux. Les choux, alors on a des choux qui ont des cycles de vie qui vont de 5 à 10 ans, voire plus. Donc évidemment, il n'est pas question de prendre tout le chou, hein. Il faut laisser la tige ou prendre que les feuilles. Il faut le conduire un peu de manière particulière. Et ce chou donc devient énorme et souvent bien meilleur que les choux du commerce, à tel point qu'il y a des choux qui sont totalement interdits de cueillette dans la nature. Ces choux ont quasiment disparu. Et ça c'est le chou maritime, mais le chou, encore le chou maritime en Bulgarie, notamment, il est considéré comme bonbon par les enfants parce que les petits fruits, les graines sont très sucrées. Et voilà, donc c'est pas forcément des choses qui arrachent la gueule, qui sont un peu abstraits à manger. Non, c'est vraiment des choses très, très, très agréables. La pomme de terre, si vous en oubliez des pommes de terre, ça repart toujours. Hein. Moi, j'en ai toujours qui repart hein, parce que j'en veux pas des pommes de terre, j'en ai quand même. C'est parce qu'en fait, je suis pas assez soigneux pour les récupérer toutes. Donc, il y en a toujours des pommes de terre chez moi. Mais c'est anecdotique. Les épinards, c'est plutôt des autres chénopodiacées plus courants qu'on consomme comme épinards, qui ont la principale caractéristique, indépendamment du fait de se ressemer tout seul, parce qu'elles sont des plantes pionnières, de contenir 3-4 fois moins d'acide oxalique que l'épinard. Donc c'est beaucoup plus sain de consommer les variétés sauvages que les épinards eux-mêmes. Je parle pas du goût, hein. Après, chacun fait comme il veut. Mais moi, j'ai des épinards sauvages que je trouve beaucoup plus fins que l'épinard normal.
Enfin, non, un peu plus fin. Beaucoup, c'est peut-être exagéré, mais c'est très très doux et c'est vraiment excellent. Donc là aussi, vous pouvez essayer. Il y a plein de variétés différentes qu'on regroupe sous le terme épinard sauvage. Les fraises, alors les fraises, il y a essentiellement deux types de fraises. Il y a la fraise des bois, qui, bien amendée, donne des fruits 2 fois plus gros que la petite fraise des bois Rikiki. Mais quand vous avez une bonne grosse fraise des bois, je peux vous dire que le parfum est extraordinaire. Vous n'en mangez pas une barquette entière, vous mangez 10-15 petites fraises des bois et ça comble le palais pendant 1 heure. Hein. C'est très 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 parfumé. Ça ne me viendrait pas à l'idée de manger une grosse barquette, comme les grosses fraises du commerce. Et sinon, il y a des fraises anciennes, mais je n'ai pas encore réussi à trouver. C'est des fraises qu'on retrouve dans certains jardins très vieux. C'est des fraises qu'on cultivait autrefois et qui n'avaient pas besoin d'être repiquées tous les 3 ans ou tous les 2 ans. Donc c'est nettement moins gourmande et très, 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 très intéressante à voir. Mais moi, je suis parti plutôt dans les fraises des bois. Pourquoi ? Parce qu'on utilise le fraisier comme couvre-sol. Donc on en met à peu près 20 fois, on en met pratiquement toutes les plates-bandes, hein, parce que c'est un couvre-sol, donc c'est en dessous des cultures. Et quand vous en mettez vraiment vraiment beaucoup, vous en fichez de savoir si le plante mère produit ou pas. Vous en avez à chaque virage, à chaque coin de rue dans votre jardin, il y a des fraises. Donc la notion de rotation, de repiquage, de stolon ou d'élimination des plantes mères est moi, c'est des concepts qui me déplacent complètement. Hein. C'est pour les gens qui n'ont rien d'autre qui ont rien dans la vie, quoi, hein. Mais si vous blindez de fraisiers, vous allez voir, c'est assez joli comme petite plante. Et pas les grands fraisiers, parce que ceux-là, ils montent assez haut, ils couvrent tout. Mais les petites fraises des bois, il y en a certaines qui sont très bonnes en plus. Hein. Il y a différentes variétés, et il y en a qui sont excellentes. Et si vous l'utilisez comme fraisier des bois, mais après, vous comprenez pas les gens qui arrachent et qui achètent, qui jettent, qui déplacent leurs stolons et qui empirent, qui les achètent. Ça, c'est un truc qui... Je sais pas comment ils font les gens, mais bon, bref. Les fèves, alors les fèves, ouais, je sais pas si c'est une erreur que ce soit là, je sais pas si c'est perpétuel. Bon, ça arrive que les fèves d'Aguadulce repartent de nouveau, hein, elles font tomber leurs grains et puis après, enfin leurs fèves, et après ça repart. Mais c'est un peu gonflé de les mettre là. Enfin bon, moi je les mets quand même là, enfin je les laisse, on va dire. Les haricots, alors il y a des haricots, les gros haricots du Portugal qu'on appelle orteils de pêcheur. Ils sont très très gros, hein, et plus doux que les cocos et autres haricots secs, qui repartent aussi, soit de la racine si vous la paillez bien, mais c'est pas encore arrivé chez moi. Par contre, les graines, elles passent tout l'hiver dehors et après ça repart quand elles tombent. La livèche, vous le savez, la nette, c'est pareil, ça ressème tout seul et tous les autres aromatiques qu'on connaît. Alors ça, c'est la noix de terre. C'est une tubercule qui vient d'Amérique du Nord et qui contient énormément de protéines. Donc, s'il y avait un légume à avoir ou par lequel commencer, ce serait celui-là. Et je l'ai fait plusieurs fois goûter, notamment à mes enfants, et je leur ai mis ça dans l'assiette, je leur ai demandé ce que c'était, ils m'ont dit que c'était des châtaignes, j'ai dit c'est pas des châtaignes, ils m'ont dit, ils ont rigolé, ils ont dit mais si on connaît, on sait ce que c'est que des châtaignes, c'est des châtaignes que tu as trop cuites, mais c'est des châtaignes. Ça a exactement la texture de la châtaigne, le goût de la châtaigne, mais c'est pas une châtaigne, c'est comme une patate, ça pousse sous la terre, quoi. Et vous mettez un bulbe et au bout de 1 an, vous avez déjà 10 bulbes. Et puis chaque année, ils vont grossir jusqu'à atteindre presque le taille de poing, quoi. De temps en temps, j'en ai un très grosse comme ça. Ça fait une patate de taille moyenne. Mais en général, c'est un peu plus petit. Ça fait entre 3 et 8 cm de diamètre. Mais c'est un peu plus long à cuire que les patates. Et l'énorme intérêt, c'est que c'est protéiné. Donc c'est à la différence de la patate qui va vous faire de vous un Américain, hein, donc aussi large que haut. Qui en fait pas du tout nutritif la patate, hein, c'est juste fait pour gonfler, quoi, hein. Ça c'est des protéines, donc c'est quelque chose de très, je crois que c'était la principale source d'alimentation en quantité, hein, pas en qualité des Indiens d'Amérique du Nord. Donc c'est pas du tout anecdotique comme légume, et il n'y a rien à faire. Quand vous en avez, vous pouvez pas le faire crever, ce truc là. Ça monte à 4, 5, 6 mètres de haut si vous le palissez contre une façade. Et en permaculture, dernier élément qui est très important pour nous, c'est une plante qui fixe l'azote. Donc autour de cette plante-là, tous les autres légumes seront nourris en azote. Donc c'est une plante qui compte pour deux, quoi. Vous avez la production pour vous, mais la production pour l'environnement végétal. Oui, une question ? Apios americana. Apios americana. Le prix normal, c'est 50 centimes ou 1 euro, hein,
la tubercule. Hein. Donc sur internet, ils la vendent entre 5 et 10 euros. La tubercule, il faut attendre que les cours baissent. Mais non, là, je viens d'en acheter 120 à peu près 80 centimes. Mais cette année, il n'y en a pas beaucoup, je sais pas pourquoi. Mais comme dit, une fois que vous en avez, il faut en acheter tout de suite. Même si vous n'avez pas de jardin, vous les mettez quelque part, vous les repérez, ça vous laissez proliférer et après vous multipliez. Voilà. Mais c'est pas mauvais. Hein, accessoirement, il n'y a pas de GOG, hein, d'épines sur ce truc-là. Et puis elles sont toutes attachées par une ficelle. Quand vous tirez un bout de ficelle, vous tirez, vous en avez autant que vous voulez. Vous arrêtez de tirer un moment, vous coupez, vous laissez le reste dedans et ça repart. Elles sont toutes attachées comme ça par une seule racine. C'est une nodosité qui se développe le long d'une seule racine. C'est une racine file, quoi. C'est pas un chevelu racinaire vraiment, c'est une racine. Voilà. Alors ça, c'est les oignons à long fût. Hein. C'est la cive de Saint-Jacques, je crois, celle-là. Ça, c'est le poireau d'été. Et c'est un poireau viril. Hein. Ça, vous pouvez épater vos voisins avec ça. Vous avez toujours l'air bien avec ça. Vous dites, c'est pareil, il en a, lui, celui-là, un poireau. Vous avez son poireau, là. Et c'est les poireaux d'été qui sont très grands. On appelle ça l'ail éléphant au Canada parce que ça développe un cailleux qui a un seul cailleux à la taille de toute une tête d'ail normale, voire même encore plus gros. C'est énorme. C'est pratiquement un seul cailleux gros comme un œuf de poule. Je ne sais pas si vous imaginez. Alors quand vous en avez 10 ou 15 sur une tête, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et ça se mange comme ail grillé sans avoir les côtés désocialisants de l'ail, quoi. Et vous pouvez manger le poireau si vous laissez les cailleux dans la terre. Vous pouvez manger le vert, donc il faut le couper. Hein. Et vous avez un poireau d'été. Si vous aimez manger les poireaux d'été. Sinon, vous mangez les poireaux d'hiver. En hiver, ils sont plus petits, ceux-là, beaucoup plus petits. Il ne faut pas les montrer aux voisins, ceux-là. Et ça, c'est les oignons à bulbe rond, donc des oignons de conservation qu'on appelle les oignons patates. Alors, il y a, je crois, 17 variétés d'oignons qu'on recoupe sous l'appellation oignon patate. Et la plupart sont rikiki. Et ça, c'en est un gros. On a réussi enfin à trouver un vendeur de gros. Gros, ça veut dire 4 cm, pas plus. Donc, en fait, un oignon de conservation, pour nous, ça a 4 cm de diamètre. Ça a le goût d'un oignon blanc. Donc, c'est très sucré, c'est très parfumé, mais ça pique pas beaucoup. Donc ceux qui n'aiment pas les oignons, pour eux, c'est l'idéal. Hein. Ça contient peu de soufre, donc c'est digeste. Vous passez pas le lendemain, vous n'avez pas les poches blanches comme ça sous les yeux. Et voilà. Et donc c'est des oignons qui se gardent aussi plus longtemps que les autres oignons. German Brown. Donc l'allemand brun, quoi. Il n'y a pas de relation à Hitler là-dedans, c'est avant Hitler. C'est un oignon de multiplicateur ou oignon patate. Mais le plus simple, c'est vous m'envoyez un mail, je vous dis où le trouver celui-là, parce qu'il y en a plein des vendeurs et c'est la plupart du temps, c'est des oignons qui ne dépassent pas 1 cm ou 2 de diamètre. Alors là, je peux vous dire que les gens le font une fois, pas deux. Après, c'est poubelle, tous ces trucs-là. Mais cet oignon-là, on va dire, a 3-4 avantages sur les autres oignons et un inconvénient. L'inconvénient qu'il a, c'est qu'il est plus petit que les autres oignons. Par contre, il se garde plus longtemps, il est plus parfumé et il n'est pas, enfin, ça vous fait pas des flatulences ou des rots à pu en finir, quoi. Voilà. Je trouve qu'il est très très bon. Mais de préférence, on prend les oignons à long fût. Et puis après, il y a des salades. Donc ça, c'est la salade de Noël des Italiens. C'est la chicorée asperge. Et celle-là, donc, c'est comme toutes les chicorées, c'est une plante sauvage. Hein, vous la recépez, ça repart, ça se ressème, ça vit sa vie. Hein, c'est comme les pissenlits. Hein, ça s'achète pas les pissenlits normalement. Ça se trouve dans les champs. Et ça se mange au milieu de l'hiver. Donc traditionnellement, on connaît que la mâche chez nous. Les gens me disent, ouais, tu manges pas la mâche. Si, j'en ai tellement mangé que j'en ai marre de la mâche. Donc je vous parlerai des autres variétés, dont la chicorée asperge, qui est une plante sauvage. Là aussi, pas de maladie, rien à faire. Vous pouvez manger les feuilles extérieures, les tiges qu'elle développe, qui sont comme des asperges, des grosses tiges charnues. Hein, ça, on croque dedans, c'est délicieux. Vous pouvez tout manger. Le cuire ou le cru. Et puis ça, c'est les choux. Donc là, on a le chou brocoli perpétuel qui vit 9 ans, qui a un problème, c'est que si vous le laissez monter en fleurs, il meurt. Et je peux vous assurer, c'est vite vu d'oublier une fleur, parce qu'il y en a un partout, il fait 1m50, 2 mètres de haut, le chou. C'est un meuble comme ça, et c'est plus gros que ce truc-là. Et ça fait des fleurs un peu partout, des grosses têtes fleuries, qu'il faut cueillir. Et donc la question, si vous partez 3 semaines en vacances, vous revenez, votre chou passera pas l'hiver. Parce qu'il va faire ses graines et il va mourir.
Donc il faut trouver quelqu'un qui va fouiller dans ses feuilles pour chercher toutes les têtes de fleurs et les mange. Les mange ou les jette par terre, mais en fait il faut les cueillir. Mais c'est très très bon, hein. En brocoli cru ou en brocoli cuit. Et ça, c'est de loin le meilleur chou. C'est le chou de Menton. Vous trouvez un peu partout dans les commerces. Et c'est un chou qui, cycliquement, tous les 3, 4, 5 ans, des fois disparaît. Et hop, on ne sait pas pourquoi, il faut le refaire partir celui-là. Donc moi, je conseille toujours aux gens d'avoir plusieurs têtes. Au moins plusieurs massifs de choux. Et été comme hiver, il est doux et sucré. Il se mange en salade, été comme hiver, celui-là. Donc c'est pas des choux, comment est-ce qu'on appelle, c'est des choux boules, hein, ça, non, les choux paumés, voilà. C'est pas un chou paumé, c'est des choux feuilles. Mais vraiment au niveau qualitatif et gustatif, il est bien meilleur que les autres choux. Et celui-là, c'est été comme hiver, il a toujours la même tête. Éternellement, il souffre de jeunisme, hein, celui-là. Voilà. Et voilà. Dernière piste qu'on suit en permaculture, c'est des sélections de, entre guillemets, mauvaises herbes. Donc c'est vraiment, on va dire, des plantes increvables, plus qu'adaptées, puisque ce sont celles contre lesquelles on lutte habituellement. Eh ben, ce sont ces plantes-là. C'est la voie royale de la permaculture, en fait, c'est ne rien faire du tout, quoi. C'est manger les mauvaises herbes. Donc il faut juste d'abord acquérir une culture qui vous permette de voir, en fait, de lire le paysage et d'identifier dans ce paysage spontané autochtone ce qui est votre alimentation possible et si possible bonne. Et après, favoriser ces plantes, parce que ces plantes-là, comme par hasard, se développent dans des terrains particuliers. Donc c'est à vous de mettre ces conditions en place pour pouvoir donc en faire des cultures. Alors il y a la roche qui est une Chenopodiacée, donc une plante pionnière qui monte, que vous le voulez ou non, il y en a partout des graines. Alors là, nous on privilégie la roche rouge, qu'il faut conduire un petit peu, parce que si vous ne l'accueillez pas tout le temps, elle monte tout de suite en graines, et puis donc elle s'arrête. Mais si vous savez la consommer, elle produit assez longtemps. Le mouron des oiseaux, demandez à des maraîchers, hein, s'ils ont des mourons des oiseaux à vendre, on vous jettera je sais pas quoi à la tête. Mais tous les maraîchers ont des mourons des oiseaux parce que c'est leur plaie. C'est une très bonne salade, hein. C'est une très ancienne salade d'ailleurs, hein. C'est une des meilleures salades qu'on disait autrefois au Moyen-Âge. C'est une petite salade très délicate, qui est un peu comme les cressions aliénois, très léger, donc il faut peut-être pas manger que ça, mais vous mettez 20 ou 30% dans une salade, ça expanse un peu la salade, ça la rend très très légère. Et moi je trouve que c'est pas mauvais comme goût. Ensuite il y a le pourpier d'hiver, qui n'a rien à voir avec le pourpier d'été, qui est beaucoup beaucoup plus délicat. C'est la variante hivernale du mouron des oiseaux. Le mouron des oiseaux couvre tout en été et à l'intersaison, et pourpier d'hiver, lui, il ne pousse qu'en hiver. Je remplis partout mes serres d'hiver parce que ces serres en été je les ouvre, donc je mets des plantes tropicales dedans, des aubergines, des trucs comme ça, et dès qu'elles ont terminé leur cycle, sans que je n'ai rien à faire, l'intérieur des serres se remplit de cultures d'hiver spontanées, dont notamment le pourpier d'hiver. Il n'y a rien à faire au Canada, ça vient du Canada je crois, le pourpier d'hiver. Au Canada on dit quand vous en avez une fois à la Clayton de Cuba, vous en avez toute votre vie. Vous ne pouvez pas la massacrer. Ça revient pas forcément bien toutes les années, mais 2 années sur 3, elle vous remplit toutes les serres d'hiver. Tout, c'est plein. Et donc il faut simplement asseoir des légumes qui sont capables de la coucher, sinon ils ne montent pas. Mais ça, elle le fait assez rapidement. Ça se fait assez bien, ça. C'est pas une culture contre laquelle vous devez lutter. Ça couvre tout, c'est ce qu'on veut en permaculture, on veut une couverture totale du sol, mais ça tolère encore d'autres plantes à côté. Voilà, et donc ça monte tout seul, il n'y a rien à faire. Après, il y a le lierre terrestre. Bon, ça, c'est vraiment un condiment, hein. On n'en mange pas beaucoup. De l'épière, avec lequel aussi on peut faire des sauces. La sauge, tout le monde connaît. Là aussi, on ne mange pas des salades de la sauge, hein. C'est vraiment très fort. La menthe et la mélisse, qui sont des plantes extraordinaires, malheureusement, qui ont des difficultés à venir en permaculture. La mauve et la rose trémière, qui est aussi une mauve. La rose trémière dont on mange les feuilles. Les feuilles, parce que la mauve, c'est une salade traditionnelle. Mais les petites salades, des petites feuilles de salade qui font 3 cm sur 3, moi ça m'amuse pas trop. La rose trémière, on a des feuilles qui font 15 sur 15 ou 20 sur 20 des fois. Là on peut manger. Là il y a quelque chose à manger. Donc la rose trémière a des très belles feuilles sans trous en fait. Quand vous mangez régulièrement les feuilles, ils n'ont pas de trous, hein. Et la bourrache, pour ceux qui aiment, la consoude, qui est un excellent légume avec lequel on peut faire des nems. On peut faire des beignets avec des pâtes à bière. On peut faire plein de choses avec la consoude. C'est un très très bon légume.
Voilà. Et en plus, là, c'est pas la consoude classique qu'on plante, celle qui est d'ici, on plante la consoude stérile de Russie qui n'est pas, enfin, nettement moins invasive. Donc c'est vraiment une culture très agréable. Voilà, donc ça c'est la roche rouge. Ça c'est le Moron des oiseaux. Ça c'est la version hivernale, donc la Clayton de Cuba, qui est vendue dans les boutiques de luxe. Ça c'est la consoude. Ça c'est le chardon-marie, qui est aussi un très beau légume, une très belle salade. Et ça c'est le rose trémière. Et ça c'est des hémérocales. Alors ça c'est pas dans la catégorie mauvaise herbe vraiment, mais c'est une plante, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plante que les gens n'aiment pas trop parce que ça fait tous les jours des fleurs qui durent qu'un jour, qu'une seule journée. Mais l'intérêt de ces fleurs, c'est qu'elles sont très bonnes, elles ont un peu le même goût que les laitues iceberg. Vous voyez comment c'est? C'est un petit peu sucré, c'est très craquant. Alors il ne faut pas prendre la variété Fulva, la orange, hein, celle qui est en papier crépon orange, parce qu'elle n'est pas très bonne à manger et surtout elle ne se garde pas. Elle ne supporte pas la vinaigrette. Quand vous faites une salade avec ça, vous avez comme du papier crépon tout écrasé au fond du saladier, ça c'est plus du tout présentable. Alors que les variétés à fleurs simples, très charnues, se conservent déjà plus qu'un jour et surtout ont une tenue avec la vinaigrette. Et elles sont craquantes comme la salade. Et tous les jours, vous avez, avec quelques pieds, tous les jours, vous avez 1 ou 2 saladiers de fleurs, donc des légumes feuilles, qui sont très très bons. Vraiment, à manger au niveau gustatif, c'est très très agréable de manger ces fleurs. Et c'est pas comme si vous mangez une rose. Hein, ça fait quand vous mangez une rose, vous savez que vous mangez une rose, alors que quand vous mangez ces fleurs, vous avez l'impression de manger de la salade, de la laitue. C'est très bon. Elles ont des fois des parfums un peu forts, mais il faut prendre des variétés qui sont agréables. Alors là, maintenant, on attaque l'avant-dernier ou le dernier chapitre. C'est le chapitre des installations. Donc, il y a les serres d'hiver. C'est de loin les serres les plus intéressantes en permaculture parce qu'en Alsace, pendant la période froide, qu'est-ce que vous mangez d'habitude? Les choux, les poireaux, la mâche, c'est à peu près tout. Hein. Et on va dire au frais, hein, pas ce que vous avez sorti et mis en cave, c'est-à-dire les autres légumes racines. Mais ne poussent sous la neige et la glace que ces 3 légumes. Donc, personnellement, ayant fait ça longtemps, je ne veux plus en entendre parler de ces trucs-là. Donc, moi, je veux des légumes, entre guillemets, secs, craquants, en gros volume, très agréables, et qui ne sentent pas le chou ou le poireau, quoi. J'en ai ras-le-bol de ces trucs-là. Donc, j'ai fait... c'est des questions de saturation. Donc, moi, j'ai fait des serres d'hiver, ce qu'on avait autrefois et qu'on trouve encore chez les personnes âgées, même, je crois qu'on les trouve même plus chez les personnes âgées, on les trouve chez les personnes décédées maintenant. C'est les châssis. Oui, on trouve des vagues murées, mais bon, on trouve plus les châssis qu'il y a dessus, quoi. Hein. Quand j'étais gosse, il y en avait encore. Hein. Je me souviens, on achetait des légumes quand on n'en avait pas assez chez eux. Les gens qui avaient des châssis comme ça, ils avaient tout le temps des super légumes là en dessous. Donc moi, j'ai fait la même chose, mais en bois. Qu'est-ce que c'est une serre isolée? C'est simplement une serre en bois, puisque le bois est dans la construction normale, plus moderne, mais dans la construction normale, on dit que le bois est isolant. Et pour des légumes, c'est largement suffisant. Et le dessus est simplement couvert avec des plaques de polycarbonate. Alors là, vous reconnaissez ces trucs bas. Hein, en fait, c'est un capteur solaire, c'est tout. Donc avec un très faible volume, donc il y a une inertie très importante. L'inertie est créée ici par le sol. Il n'y a quasiment pas de refroidissement. Quand vous regardez, il n'y a quasiment pas de volume dedans. Les légumes sont quasiment collés au vitrage qu'il y a au-dessus. Et puis les parois sont des parois assez épaisses, en 4 cm d'épaisseur, non, 2 cm 5 d'épaisseur, 3 cm d'épaisseur de bois. Il faut prendre du bois léger, parce que le bois léger, il a de l'air, le bois lourd n'a pas d'air, il est moins isolant. Voilà. Donc c'est des petits châssis que je fais, comme ça, et qui me permettent, pendant la saison froide, d'avoir des légumes toute l'année, sans avoir à gratter la neige et la glace. Alors, ça produit toute la saison froide, jusqu'à à peu près moins 15. À moins 15, là, ça se calme un peu, le truc. Quand je dis jusqu'à moins 15, c'est-à-dire jusqu'à moins 15, je coupe, ça repousse. C'est pas évident de faire ça, hein, avec la faible luminosité qu'on a et les jours courts, c'est pas évident de stimuler les légumes suffisamment pour qu'ils arrivent à compenser. Et là-dedans, avec 2 serres, vous nourrissez une famille pratiquement tous les jours, j'ai 1 à 2 salades, avec 2 serres. C'est des serres qui font 3 mètres, font 1 mètre. Ce sont des salades que je coupe. Donc je n'arrache pas la salade, je laisse la racine, je laisse une rosace, hein, donc 4-5 pétales, pas les morts, hein, évidemment. Les morts, ils ne peuvent plus rien faire, hein, les pétales, les feuilles mortes. Je laisse
3, 4 ou 5 belles feuilles. Donc c'est 95% de la salade que j'emmène. Et ça repart 3, 4, 5 fois. Mais des grosses salades, comme ça, des grosses salades suisses, des salades d'hiver. Et ça repart. S'il fait plus bois que moins 15, là, ils se calment, et, ils se mettent en léthargie, les végétaux aussi, et il se passe plus rien. Mais avec 4 serres, vous êtes vraiment, il vous arrive rien, quoi. Voilà. Et ces serres ont la caractéristique aussi, été comme hiver, de ne pas nécessiter d'arrosage. En hiver, c'est simple, ça condense à mort, donc ça pisse partout dedans, hein. Ça pisse partout, quoi. Et donc à partir du moment où ça se réchauffe, là, ça pose des problèmes. Cette super humidité, c'est que vous avez de la rouille partout, surtout les liliacées qui se développent. Donc dès qu'il commence à faire un tout petit peu chaud, c'est-à-dire dès que ça approche les 0 degrés, jusqu'à 5 degrés, il faut impérativement enlever, tout ouvrir. Tout ouvrir parce que au-delà de 5 degrés, ça monte à 50, 60 degrés dedans. Par plein soleil. Je le sais parce que ça m'arrive chaque année, hein. Au printemps, moi, je suis au niveau du travail, je suis à la bourre, donc j'ai plus le temps de m'occuper de ça. Et chaque année, je me fais tout cramer. Et la végétation est vivante sur une hauteur de 1 cm au-dessus du sol. Tout le reste est brûlé. Lyophilisé carrément. Donc j'estime que ça monte à peu près à 40 ou 50 degrés. À partir de 5 degrés. Donc c'est un problème. Donc il faut, c'est le gros problème de ces serres. Il faut être vigilant. Dès qu'il fait chaud, il faut les ouvrir. Et si c'est pas le cas, vous chopez de la rouille dedans. Et donc bon, c'est pas grave, hein, le poireau, s'il se chope la rouille, il meurt pas, hein. Voilà. Mais il est plus très bon à manger, quoi. Voilà. Mais en été, c'est pareil. La quantité d'humus dedans fait que je n'arrose jamais ces serres. Voilà. Alors ça, vous avez un aspect de la serre pendant tout l'hiver. Donc premier constat, on ne voit pas la terre. Deuxième constat, on ne voit pas le couvre-sol. Parce que c'est plein de paille et de bérèves là-dessus. Troisième constat, tous les végétaux saturent l'espace. On va dire il y a comme une canopée fermée, hein, de ces petits végétaux. Et ils sont en libre concurrence. Le poireau sauvage, lui, perce tous les feuillages. Donc ils s'en fout complètement. Des fois, vous voyez, cette zone-là, des fois, ça arrive sur 80% de la serre. J'ai des serres, des fois, qui sont pleines de poireaux. Ils s'expansent tellement que je suis obligé d'en virer, d'en foutre à la poubelle, à 80% pratiquement. Et la clétone de Cuba qu'on voit ici, elle remplit tous les interstices. Ça, elle s'en fout, elle passe au-dessus de tout le monde. Mais bon, elle danse légèrement, elle n'est pas opacifiante pour les autres végétaux. Et ça, c'est une petite laitue qui reprend de nouveau la tête, mais qui devient beaucoup plus grosse. Elles font à peu près 40, 50 cm de diamètre. C'est très gros, hein, comme tête de laitue. Voilà. Et elle résiste bien au froid, celle-là. Donc toutes mes serres sont comme ça. C'est une espèce d'aquarium. Vous avez l'impression d'avoir un marécage dedans avec des mini nénuphars. C'est plein. Donc et ça, c'est de la mauvaise herbe. Mauvaise herbe numéro 1, la clétone de Cuba. Mauvaise herbe numéro 2, le poireau sauvage. C'est pas un truc. Les poireaux sauvages en fait que j'ai, sont tous issus de 3 poireaux que j'ai achetés quand j'avais 15 ans, c'est-à-dire il y a à peu près un peu plus de 30 ans. Et je les avais achetés, je me souviens, assez cher, 3 poireaux. Et depuis, j'en donne à peu près 1000 ou 1500 chaque année de ce tout petit jardin que j'ai. On est obligé de les sortir, sinon ils envahissent tout. Et donc c'est aussi une mauvaise herbe, ça. Il y a juste la laitue qui n'est pas une mauvaise herbe. Laitue ou d'autres légumes que je coince là-dedans et qui vivent leur vie. Mais c'est un paysage fermé, vous avez une illustration parfaite de la permaculture. Je ne fais rien, ça pousse tout seul. Et c'est essentiellement de la mauvaise herbe. Voilà. Donc vous avez là les 3 variétés que j'ai dans cette serre, mais j'en ai d'autres, hein. Voilà. Alors les matures de la serre sont dans la partie aérienne, c'est-à-dire le bois qui ne touche pas le sol, c'est du mélèze. Le mélèze est agréé en situation verticale, donc loin du sol, à plus de 15 ou 20 cm. Il est agréé comme durable. Par contre, quand en situation enterrée à proximité du sol, il n'y a qu'un bois que vous pouvez utiliser chez nous, c'est le robinier ou le faux acacia. Donc la partie basse, c'est du robinier, c'est de la dose de robinier, hein, donc c'est une pelure de tronc, ça vaut 5 € le mètre carré, donc c'est rien du tout, hein. Et en haut, j'ai mis de la planche de mélèze parce qu'il faut que ce soit un peu jointif. Le dessus, c'est une plaque de polycarbonate, voilà, c'est tout. À peu près les proportions 20 cm d'un côté, 40 cm de l'autre, ça suffit. Voilà. Là, j'ai le détail du matériel. Et puis le reste de l'inox, parce que le mélèze est acide, donc vous corrode toute la visserie. Voilà. Et le coût d'une serre, c'est 80 €. Donc c'est pas
C'est pas il faut aller chercher le bois en Syrie, il faut le faire soi-même. C'est sûr que pour ceux qui sont habitués de chez Ikea, il n'y a pas de mode d'emploi hein, avec, mais c'est le même truc à peu près, quoi. Il faut prendre les planches dans le bon sens et puis pas trop se tromper, quoi. Mais c'est du travail de cochon, une serre, c'est pas un meuble, hein. C'est clouer des planches, c'est tout. Voilà. Les serres d'été. Alors, les serres d'été, pourquoi des serres d'été en permaculture? Ça cadre pas vraiment dans le sujet, mais quand on aime les tomates, on ne compte pas. Donc, serre d'été. Alors, ça a une gueule un peu bizarre. Je rappelle que tout ce qui est un petit peu fait de briques et de broc et mal fait vous permet de vivre en paix. Si c'était une belle serre avec des montants d'aluminium, des portes, des charnières et un petit cœur au-dessus, là, je vous assure, ça ne dure pas 15 jours. Ils se font une joie soit de me casser les vitres, soit de me piquer toute la serre. Donc il n'y a pas de serre digne de ce nom. Il y a un truc fait de briques et de broc. Donc c'est comme une charpente à entrer en mélèze, des poteaux en châtaignier et un film de serre professionnelle. Donc c'est pas du matériau de mauvaise qualité. Vous voyez dedans ma fille qui a la même taille que moi. Donc ça fait à peu près 2,20 m jusqu'à l'entrée de ferme et puis 3 mètres, à peu près 3,20 m jusqu'au fêtage. C'est des petits pieds de tomates. Et c'est plein. J'ai 2 serres, ça fait 50 pieds. Ça permet pas tout à fait de passer l'année en sauce tomate et en salade. Voilà. Alors, spécificité, ça limite le milieu. À l'exception de l'année dernière, je disais toujours que les tomates ne sont pas des plantes de plein champ. Il faut absolument les cultiver sous abri, au moins sous une simple couverture, peut-être pas une serre fermée. Mais en tout cas, les années précédentes, les 10 dernières années, j'ai jamais eu de tomates au-delà de la mi-juillet. On arrachait tout, on mettait tout à la poubelle à cause du milieu. Tout était infecté totalement en plein champ. Donc les tomates, moi je les fais plus qu'en pleine serre. L'année dernière, c'était l'inverse. Toutes celles qui étaient en serre ont crevé, celles qui étaient dehors, on se portait à merveille, quoi. Donc je pense qu'il faut couper la poire en deux. Il faut faire moitié dedans, moitié dehors. Toujours est-il que moi je me retrouve avec des serres, là, des grandes serres. Qui me permet donc d'avoir une production très avancée dans la saison que vous n'avez pas si vous n'avez pas cet abri. Alors, je mets des tomates et un peu d'ail des ressources, mais enfin c'est pour rigoler, l'ail des sources c'est pas vraiment une nourriture, on n'en mange pas des tonnes. Il y a un peu d'oignon en périphérie, mais c'est surtout les serres à tomates. Alors comment fonctionnent des serres qu'on n'arrose pas? Pour ne pas arroser une serre, il faut que la serre soit étroite. Donc excite les grandes serres de maraîchers qui font 7 ou 9 mètres de large, c'est des déserts. La serre de maraîcher, elle est faite pour vendre du matériel d'irrigation. Elle sert qu'à ça. Hein. Parce que c'est un four déjà comme ça. Une serre de 3 mètres, là chez moi ça fait 3 mètres une serre. Quand vous levez la jupe de part et d'autre, vous avez un petit courant d'air, ça va encore dedans. Une serre de maraîcher, même à poil il fait trop chaud dedans. Quoi, hein. Donc c'est super, c'est ce qu'il faut pour l'industrie française, une serre de maraîcher. Donc moi je suis pas dans ce courant-là, donc je mets une serre très courte, l'eau tombe sur le toit, ruisselle sur le côté, tombe sur le sol. Sur le sol, entre les allées, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis de l'herbe. L'herbe, c'est surtout ce qu'il ne faut pas mettre dans un jardin. Pourquoi? Parce que le réseau racinaire ferme et imperméabilise relativement la structure du sol. Donc l'herbe qui tombe dessus ruisselle de côté, là où il n'y a pas d'herbe. Et là où il n'y a pas d'herbe, j'ai fait, donc à l'intérieur de la serre, j'ai fait 2 fossés que j'ai remplis de bois, de troncs d'arbres et d'humus. Or, le bois comme l'humus stocke l'eau. Et donc, à ce phénomène-là s'ajoute l'extrême condensation qu'on a toute la saison dans ces serres. Et l'un plus l'autre font que je n'arrose quasiment jamais mes serres. L'année dernière, j'ai arrosé 3 fois. Avant de partir en vacances, j'ai filé les clés du jardin à une copine. En rentrant, j'ai demandé si elle arrosait. Pendant toute la période chaude, elle m'a dit non, je n'ai pas arrosé.